Le Grand Canyon est une immense faille dans le sol, si ancienne et gigantesque qu'elle semble receler des secrets que nous ne pourrons jamais percer. Sa beauté est à couper le souffle, mais elle cache quelque chose d'effrayant. Parmi tous les parcs nationaux des États-Unis, ce canyon est le plus dangereux. En plus de 100 ans, plus d'1 millier de personnes ont disparu ici sans laisser de traces. Rien qu'entre février 2018 et juin 2023, plus de 1100 cas de disparition ont été enregistrés. Chaque année, le canyon fait environ 12 victimes, comme s'il décidait qui il allait emporter dans ses profondeurs pour toujours. Préparez-vous à entendre des histoires effrayantes. Celle de jeunes mariés, dont la descente audacieuse du fleuve Colorado s'est terminée par une disparition mystérieuse. Celle d'un touriste expérimenté qui a disparu sans laisser de traces sur un plateau désert. Et celle d'un guide qui a disparu sous les yeux de tous, comme si le canyon l'avait englouti, ne laissant que des questions sans réponse. Automne 1928. L'Amérique vit au rythme des années folles, l'époque du jazz, de la prohibition et d'un optimisme sans limite, parfois même inconsidéré. À cette époque où il semblait que tous les records pouvaient être battus et toutes les frontières franchies, les jeunes mariés, Glenn et Bessie Hyde, ont décidé de sceller leur union, non pas par une lune de miel traditionnelle, mais par un défi audacieux lancé à l'une des forces les plus redoutables de la nature sur le continent. Glenn, un fermier de 29 ans, originaire de l'Idaho, et sa femme Bessie, une poète et artiste en herbe de 22 ans, se sont fixés un objectif ambitieux: descendre le fleuve Colorado à toute vitesse à travers le Grand Canyon. Leur embarcation était un canot plat de 6 mètres que Glenn avait construit de ses propres mains. Un bateau rudimentaire mais, selon lui, suffisamment solide pour affronter les rapides tumultueux. Leur entreprise n'était pas une simple aventure. En cas de succès, ils entreraient dans l'histoire. Glenn aurait établi un nouveau record de vitesse dans le canyon et Bessie, ce qui était bien plus important pour les gros titres des journaux, serait devenue la première femme à dominer le fleuve. C'était un pas audacieux qui pouvait leur apporter la gloire et, peut-être, la prospérité financière. Ils ont commencé leur voyage à Green River, dans l'Utah, et ont atteint les profondeurs du Grand Canyon à la mi-novembre. Ils ont été vus vivants pour la dernière fois le 18 novembre 1928. Ils ont été accueillis par Emery Kolb, photographe légendaire, et l'un des guides fluviaux les plus expérimentés de l'époque, qui dirigeait avec son frère un studio au bord du canyon. La rencontre a eu lieu au cœur du canyon, et Kolb a plus tard rappelé des détails qui, rétrospectivement, ont pris une tournure sinistre. Il remarqua que le couple n'avait pas de gilet de sauvetage, une imprudence fatale sur une rivière connue pour ses eaux glacées et imprévisibles. De plus, Kolb perçut une note d'hésitation dans la voix de Bessie. Selon lui, elle semblait hésiter, son enthousiasme initial s'étant éteint sous le poids de la réalité austère et oppressante du canyon. Cette rencontre fugace, immortalisée par la photo de Kolb, fut le dernier contact documenté avec le couple. Après cela, ils se sont fondus dans le silence du canyon. 1 mois s'est écoulé. L'inquiétude grandissait. Le 19 décembre, alors que l'hiver commençait déjà à recouvrir les bords du canyon de givre, leur bateau a été découvert par une équipe de recherche dont faisait partie Emery Kolb lui-même. Il dérivait à la 237e mile fluviale, complètement vide. Cette découverte était à la fois encourageante et effrayante. Le bateau était en parfait état, intact, soigneusement amarré. À l'intérieur, tout était à sa place. Les provisions, la nourriture, les vêtements et même le journal intime de Bessie, dans lequel il n'y avait cependant aucune note après sa rencontre avec Kolb. C'était comme si Glenn et Bessie
était simplement sorti à terre un instant et s'était évaporé, laissant derrière ceux la scène parfaitement préservée de leur dernier voyage. L'absence des corps et le bateau intact ont immédiatement donné lieu à une multitude de théories, chacune plus intrigante que la précédente. L'explication la plus simple, celle d'une noyade accidentelle, semblait peu probable. Comment auraient-ils pu se noyer sans endommager leur embarcation, qui avait été retrouvée intacte? Une autre théorie, plus plausible, suggérait que le bateau avait pu se détacher de son amarre pendant la nuit, alors qu'ils dormaient renés sur la rive. En se réveillant et en découvrant leur disparition, ils se seraient retrouvés piégés dans l'une des parties les plus inaccessibles du canyon, sans possibilité de s'échapper, condamnés à une mort lente par la faim et les éléments. Cependant, avec le temps, l'histoire s'est enrichie de détails plus sombres, presque mythiques. Des rumeurs ont couru, selon lesquelles Glenn était un mari méchant, voire cruel, ce qui a donné lieu à des spéculations sur un meurtre déguisé en accident. Cette théorie a connu un développement inattendu et dramatique en 1971. Au cours d'une excursion commerciale sur la rivière, une femme âgée nommée Elizabeth Cutler, après avoir écouté l'histoire des Hyde racontée par le guide, a soudainement déclaré qu'elle était Bessie Hyde. Elle a affirmé avoir tué son mari lors d'une dispute et s'être enfuie du canyon. Cependant, elle est ensuite revenue sur ses déclarations, laissant tout le monde perplexe et ajoutant une couche supplémentaire de mystère à cette affaire. Mais la théorie la plus captivante et la plus tenace, qui a transformé la disparition des Hyde en véritable mythe américain, est liée à une autre femme, Georgie Clark. Peu après la disparition des Hyde, Georgie, une femme inconnue, est apparue sur la rivière et est devenue une pionnière du rafting commercial, occupant en fait la place que Bessie revendiquait. Clark était connue pour son caractère secret et racontait souvent des histoires contradictoires sur son passé. Après sa mort en 1992, ses amis, entrant pour la première fois dans sa maison, ont fait une découverte choquante. Dans un tiroir de son bureau, ils ont trouvé le certificat de mariage de Glenn et Bessie Hyde, ainsi qu'un certificat de naissance sur lequel Georgie était inscrite sous le nom de Bessie DeRoss, le nom de jeune fille de Bessie Hyde. Des questions se posèrent alors. Bessie avait-elle tué son mari? S'était-elle échappée du canyon? Et avait-elle commencé une nouvelle vie sous le nom de Georgie Clark, réalisant ainsi son rêve de vivre au bord de la rivière? Sa carrière était-elle fondée sur un sombre secret? Les historiens et les chercheurs n'ont jamais pu trouver de preuves convaincantes pour confirmer cette théorie, et beaucoup la rejettent. Mais la simple existence de ces documents, cachés dans la maison d'une femme qui était devenue la reine de la rivière, a définitivement inscrit l'affaire Hyde dans les annales des mystères américains. Cette affaire n'est pas simplement l'histoire de personnes disparues. Il est devenu un mythe fondateur de l'attrait sombre du Grand Canyon. Dans le panthéon des tragédies du Grand Canyon, de nombreuses histoires commencent par l'inexpérience. Des touristes en tongs qui ont sous-estimé la pente du sentier, ou ceux qui se sont aventurés au fond du canyon avec une seule bouteille d'eau. Mais l'histoire de Floyd Roberts III est différente, plus inquiétante. Ce n'est pas un récit d'ignorance, mais un sombre témoignage du fait que dans le Grand Canyon, même l'expérience, la préparation et un profond respect pour la nature sauvage peuvent s'avérer impuissants face à une seule décision erronée, prise sous la pression d'une nature impitoyable. Floyd Roberts, 52 ans, professeur de lycée à Treasure Island, en Floride, n'était pas un visiteur occasionnel. Il était tout le contraire. Ses voisins et ses amis le décrivaient comme un homme intelligent, débrouillard,
ancien employé de la NASA et doté d'excellentes compétences en matière de survie. Il ne connaissait pas seulement le Grand Canyon, il en était fasciné. Une carte du canyon était accrochée dans sa maison, témoignant de son intérêt de longue date et, vraisemblablement, d'une planification minutieuse. Il était déjà venu ici auparavant, connaissait ses dangers et respectait sa puissance. Lorsqu'il est départi pour sa dernière expédition, en juin 2016, ce n'était pas un touriste, mais un voyageur expérimenté, prêt à relever un défi de taille. Son projet était ambitieux, à la hauteur de son expérience. Roberts et ses compagnons avaient déjà l'intention de faire une randonnée de 9 jours dans l'une des parties les plus reculées et les plus sauvages du parc, le plateau de Chiwitz, à l'ouest du Grand Canyon. Il ne s'agit pas des sentiers touristiques du South Rim, bondés de visiteurs. C'est une région rude, aride et difficile d'accès, où les sentiers sont à peine visibles et les sources d'eau peu fiables. Leur itinéraire devait se terminer par la sortie du canyon via le Canyon Separation, dont le nom même évoque l'isolement. Le 17 juin 2016, dès le premier jour de leur voyage, le groupe a été confronté au principal ennemi de tout touriste dans le Grand Canyon en été, la chaleur. Les rapports officiels décriront plus tard les conditions météorologiques de cette journée en un seul mot, extrême. Dans de telles conditions, le corps humain fonctionne à la limite de ses capacités et le prix de toute erreur est de multiplier. C'est à ce moment précis, sous le soleil brûlant de l'Arizona, que Floyd Roberts a pris une décision fatidique. Il s'est séparé de son groupe. Les raisons de cette décision restent floues. Peut-être voulait-il avancer à un autre rythme, explorer un canyon latéral, ou était-il simplement convaincu de pouvoir rattraper le groupe plus tard? Il a été vu pour la dernière fois près de Kelly Tank, alors qu'il se dirigeait vers Trail Canyon, ou le canyon de 344, dans la région de Shenley Spring, en direction de la rivière. Il était également possible qu'il ait descendu le canyon de 336. Il est parti seul, confiant en ses capacités, et personne ne l'a revu depuis. Lorsque Roberts ne rejoignit pas le groupe à l'heure prévue, ses compagnons s'inquiétèrent. Le lendemain, le 18 juin, ils signalèrent à Roch sa disparition, ce qui marqua le début de l'une des opérations de recherche les plus importantes et les plus intensives de l'histoire récente du parc. Le service des parcs nationaux a immédiatement mobilisé d'importantes ressources, des équipes terrestres du Grand Canyon, du monument national voisin, Grand Canyon Parachamp, ainsi que des équipes de recherche et de sauvetage expérimentées des comtés de Mohave et de Coconino ont participé aux recherches. Ils ont été soutenus depuis les airs par un hélicoptère du parc et une équipe spécialisée, Helitac, du parc national de Mesa Verde. Mais le canyon n'était pas prêt à livrer ses secrets. La zone de recherche couvrait plus de 25 km² de terrain extrêmement accidenté. Les sauveteurs ont été confrontés aux mêmes conditions hostiles qui ont probablement causé la perte de Roberts. La chaleur accablante rendait le travail au sol dangereux et nécessitait une rotation constante des équipes. Le relief n'était pas simplement accidenté, il était traître, couvert de denses buissons épineux de pins pignons et de genévriers qui s'accrochaient aux vêtements et limitaient la visibilité. L'éloignement extrême de la région posait de sérieux problèmes de communication et de logistique. Le transport des équipes et du matériel vers la zone de recherche prenait plusieurs heures. Un camp de base a été installé près de Kelly Tanks, équipé d'abris pour se protéger du soleil et de réserves d'eau afin de permettre aux sauveteurs de rester opérationnels. Pendant 6 longues journées épuisantes, des dizaines de personnes ont ratissé cette terre hostile. Un hélicoptère tournait dans le ciel, ses pales rompant le silence du canyon, tandis que les yeux des pilotes et des observateurs scrutaient chaque ravin, chaque ombre. Les équipes au sol
exploraient méthodiquement les canyons et les plateaux. Mais tous leurs efforts étaient à tes vains. Aucun indice n'a été trouvé. Aucune trace de Roberts, ni sa chemise rouge à manches longues, caractéristique, ni son grand sac à dos bleu, Loewe Alpine, ni ses lunettes de soleil à monture blanche et verts orange. Rien. Comme si la terre l'avait englouti sans laisser de traces. Le 24 juin, après 6 jours de recherche infructueuses, les responsables de l'opération ont pris une décision difficile. Les recherches actives ont été suspendues et passées en mode permanent mais limité. Il s'agit d'une procédure standard dans de tels cas, qui signifie que l'opération ciblée est terminée, mais que les Rangers et les pilotes poursuivront leurs recherches lors de leurs patrouilles régulières dans la région. Des affiches avec la photo et la description de Roberts sont restées accrochées sur les panneaux d'information, rappelant silencieusement ce mystère non élucidé. Dans les semaines qui ont suivi la fin de la phase active des recherches, la disparition de Floyd Roberts III a fait l'objet de discussions non seulement parmi les Rangers et les bénévoles, mais aussi dans des cercles plus larges de chercheurs spécialisés dans les anomalies. Malgré le statut officiel de « disparition non élucidée sans trace », ni la famille ni les collègues ne pouvaient se résigner à l'idée qu'un randonneur expérimenté, préparé à des conditions extrêmes, disparaisse d'un plateau désert et dégagé en plein jour. Dans de telles conditions, il n'y a tout simplement aucun endroit où disparaître sans être vu. Le terrain est plat et dégagé. Les pentes peuvent être observées depuis le haut et depuis les airs, et il n'y a pas un seul buisson où se cacher. Et pourtant, l'homme avait disparu. Les témoignages des membres du groupe, en particulier celui de Ned Bryant, sont restés déterminants. C'est lui qui a été le premier à dire que le comportement de Floyd dans les dernières minutes semblait comme si quelque chose l'appelait vers le bas. Ces mots semblaient étranges, non pas parce qu'il les prononçait à voix haute, mais parce que, selon Bryant, Floyd semblait entendre quelque chose que les autres ne percevaient pas. Il s'est approché du bord du fossé, un lit de rivière peu profond et creusé de crevasses, où l'eau de fonte coulait autrefois, et s'est mis à regarder longuement le sol comme s'il distinguait quelque chose sous la surface. Il avait l'air bouleversé, dira plus tard Bryant, comme si de la chaleur s'élevait dessous lui. C'est ce qui a constitué la base de la première version, la désorientation thermique. Selon la logique des sauveteurs, Floyd aurait pu entrer en état d'hyperthermie, se désorienter, perdre ses repères dans l'espace et s'égarer. Mais même dans ce cas, une question subsiste. Où est-il allé si tout, même ses chaussures, est resté sur place? Il ne pouvait pas parcourir des kilomètres pieds nus, sur un sol nu. S'il s'était assis, couché ou était tombé, il aurait pu être repéré depuis les airs. Mais aucun appareil n'a détecté la moindre trace de chaleur. L'humidité de l'air était faible ce jour-là, et la chaleur presque record, mais cela n'expliquait que la désorientation, pas la disparition. Une autre version a été proposée par un groupe de géologues qui étudie le plateau de Chiwitz depuis le début des années 2000. Sous la partie du sentier où Floyd a été vu pour la dernière fois, il existe une série de micro-fissures liées à d'anciennes dolines karstiques. En théorie, un homme aurait pu tomber dans l'une d'elles si la surface fragile s'était effondrée sous ses pieds. Mais en réalité, aucune fissure de ce type n'a été constatée à l'endroit de la disparition, ni avant ni après. Et surtout, il n'y a même pas de bord effondré, ni le moindre signe de déplacement mécanique. Quelques mois plus tard, la disparition de Floyd Roberts a commencé à être comparée à d'autres cas survenus dans les canyons de l'Arizona et du sud de l'Utah dans des conditions similaires. Des touristes, des chasseurs, parfois même des employés du parc, disparaissaient soudainement, sans bruit, sans trace de lutte, sans indice. Dans certains cas, comme ici,
des effets personnels soigneusement rangés ont été retrouvés sur place, comme si leur propriétaire les avait simplement retirés et était parti. Dans d'autres cas, des détails difficiles à expliquer rationnellement ont été signalés, des traces menant vers le vide ou une lueur provenant du sol, selon certains témoins oculaires. Certains passionnés ont émis l'hypothèse qu'il existait sur le plateau des anomalies géophysiques locales, des poches de haute température ou des anomalies de magnétique capables de provoquer des pertes d'orientation momentanées, des hallucinations auditives et même des pertes de mémoire temporaires. Cette hypothèse a longtemps été discutée dans des cercles restreints, mais aucune preuve n'a pu être apportée. Les partisans des théories surnaturelles parleront déjà de invasion et de zones de disparition, mentionnant des cas similaires à Yellowstone et dans les montagnes de la Sierra Nevada. Cependant, les autorités officielles n'ont confirmé aucune de ces hypothèses. Un détail que beaucoup ont d'abord considéré comme fortuit a également joué un rôle important. Le sac à dos de Floyd, retrouvé sur place, était fermé, comme si l'homme l'avait laissé là, délibérément, et ne l'avait pas laissé tomber, ou perdu. Toutes ses affaires étaient y interrangées de manière logique. Une bouteille d'eau, une lampe de poche, des chaussettes de rechange, une trousse de premier secours. Ce n'est pas ce qui se passe en cas de chute ou de panique soudaine. C'est ce qui se passe quand quelqu'un s'en va sans se presser, mais il n'est pas revenu. Le 2 juin 2015, une journée chaude au cœur du Grand Canyon s'annonçait comme une journée ordinaire pour Morgan Hamer, un guide fluvial de 22 ans, réputé pour son professionnalisme, pour qui le fleuve Colorado était un élément familier. Grand, blond aux yeux bleus, il guidait un groupe de touristes dans le cadre d'une descente commerciale organisée par la société Tour West. Le 6e jour de ce voyage de 8 jours s'était déroulé sans incident et le groupe s'était arrêté au kilomètre 213, non loin de l'inquiétant Pumpkin Springs, un dôme de travertin d'où suintait une eau toxique, saturée de mercure et de métaux lourds. L'ambiance était détendue, les touristes riaient, sautaient d'une falaise peu élevée dans les eaux fraîches de la rivière, et Hamer, comme toujours, était au centre de l'action, organisant les divertissements et veillant à la sécurité. Mais en un instant, tout a basculé. Après un nouveau saut d'un client, le guide principal a brièvement discuté avec Morgan, lui proposant de faire une pause après le déjeuner. La conversation n'a duré que quelques secondes. Le guide principal s'est détourné pour répondre à la question d'un touriste et lorsqu'il s'est retourné, Morgan avait disparu. Pas un bruit, pas un splash, pas le moindre indice de l'endroit où il était passé. Il s'était simplement évaporé, comme si le canyon l'avait englouti sans laisser de traces. Au début, personne n'a paniqué. Morgan était un guide expérimenté, et son absence pouvait s'expliquer par quelque chose de simple. Il était peut-être parti faire une course ou avait décidé de se baigner. Mais lorsqu'il ne revint pas pour le dîner, l'inquiétude grandit au sein du groupe. Les guides et les touristes se mirent à l'appeler, leur voix se répercutant sur les parois anciennes du canyon. Mais seul le silence leur répondit. Ils ont fouillé les berges, scrutant l'obscurité, mais n'ont trouvé ni sa chemise à carreaux bleu vif, ni ses sandales Chaco, ni sa casquette bordeaux, ni même sa bouteille d'eau violette. À 19h26, le guide principal a contacté le service des parcs nationaux par téléphone satellite pour signaler sa disparition. À l'aube du 3 juin, une opération de recherche à grande échelle a été lancée. Des hélicoptères survolaient la rivière, tandis que des gardes forestiers et des sauveteurs ratissaient dans les berges et les buissons de tamaris, luttant contre la chaleur torride et le relief accidenté. Les recherches ont couvert
22 km de rivière et 6 km de littoral. Tous les groupes commerciaux et privés qui passaient par là ont reçu des tracts avec la photo de Morgan. Mais les jours passaient et l'espoir s'amenuisait. Rien n'a été trouvé, ni le corps, ni le gilet de sauvetage que Morgan, en bon guide, portait toujours. Ce fait rendait la situation encore plus inexplicable. Le gilet aurait dû le maintenir à flot, même s'il avait perdu connaissance. Mais la rivière restait silencieuse, emportant avec elle le secret de sa disparition. L'opération de recherche menée dans le Grand Canyon a été l'une des plus minutieuses de l'histoire du parc. Les rangers, les sauveteurs et les bénévoles ont travaillé dans des conditions épuisantes. Le soleil brûlant les épuisait, les buissons épais de tamaris s'accrochaient à leurs vêtements, et les énormes rochers et les pentes raides rendaient chaque pas difficile. Des hélicoptères survolaient méthodiquement la rivière, scrutant chaque courbe du littoral, tandis que des équipes au sol passaient au peigne fin chaque zone accessible. Les équipes en bateau inspectaient les rapides et les bras morts, dans l'espoir de trouver le moindre indice. Mais le Colorado, comme pour se moquer de leurs efforts, ne donnait aucun indice. Pas le moindre morceau de vêtement, pas le moindre débris d'équipement, pas même le moindre signe de la présence récente d'un être humain. L'élément le plus troublant de l'affaire restait le gilet de sauvetage de Morgan, un gilet noir de marque Astral, équipement obligatoire pour les guides fluviaux. Conçu pour maintenir une personne à la surface même dans les eaux les plus agitées, ce gilet rendait la théorie de la noyade extrêmement douteuse. Si Morgan était tombé dans la rivière, son corps, ou au moins son gilet, aurait dû refaire surface et être repéré en quelques heures, voire quelques jours au maximum. Le courant aurait pu l'emporter en aval, mais pas assez loin pour qu'il passe inaperçu dans la zone de recherche, qui s'étendait sur 22 km. De plus, malgré ses rapides, la rivière dans cette région n'était pas impraticable pour les équipes de sauvetage équipées de bateaux et d'hélicoptères. L'absence du corps ou du gilet de sauvetage a laissé perplexes même les rangers les plus expérimentés. Le 8 juin, après 6 jours de recherches intensives, le service des parcs nationaux a pris la décision difficile de mettre fin à la phase active de l'opération. L'affaire a été transférée en mode permanent mais limité, ce qui signifiait que les rangers continueraient à rechercher des traces de Morgan lors de leur patrouille, mais que l'opération à grande échelle était terminée. Le lendemain, le 9 juin, les parents de Morgan ont été conduits sur le lieu de sa disparition. Ils se tenaient au bord de la rivière, scrutant les eaux qui avaient emporté leur fils sans laisser la moindre réponse. Ce moment est devenu le symbole amer de l'impuissance face à l'inexplicable. Les théories sauvées sur ce qui avait pu arriver à Morgan se multiplièrent, mais aucune ne pouvait expliquer toutes les anomalies. L'hypothèse la plus évidente, selon laquelle il aurait glissé et serait tombé dans la rivière, ou il aurait été entraîné sous un rocher ou dans une cavité sous-marine, se heurtait au problème du gilet de sauvetage. Même si le courant avait coincé son corps sous l'eau, au cours des années qui ont suivi 2015, la rivière, connue pour ses changements saisonniers, aurait dû rejeter quelque chose sur le rivage, un morceau de vêtement, une chaussure ou un gilet, mais rien n'a été trouvé, même après une décennie. L'idée que Morgan ait pu s'enfuir à pied semblait encore moins plausible. Le lieu de sa disparition se trouvait dans l'une des zones les plus inaccessibles du canyon, entouré de falaises abruptes et d'une végétation dense. Sans équipement, sans eau et sans entraînement, une telle fuite aurait été synonyme de suicide. Le rapport officiel du service des parcs a catégoriquement exclu cette version, n'ayant trouvé aucune trace indiquant une tentative de sortie du canyon. L'hypothèse d'une attaque par un animal sauvage a également été rapidement écartée. Les attaques sont extrêmement rares dans le Grand Canyon, et encore plus
celle qui pourrait entraîner la disparition totale d'une personne sans trace de sang, de lutte ou de reste. La théorie du crime semblait tout aussi fantaisiste. Entouré de collègues et de touristes, en plein air, il aurait été pratiquement impossible de commettre un tel acte et de dissimuler le corps. Aucun indice criminel n'est apparu dans l'affaire. La disparition de Morgan Heimer est devenue l'un des plus grands mystères du Grand Canyon. Il n'était pas novice, ni un touriste imprudent, ni quelqu'un qui pouvait sous-estimer le danger. C'était un professionnel qui connaissait la rivière mieux que la plupart des gens connaissent leur propre maison. Et pourtant, le canyon l'a emporté en un instant, sans laisser la moindre trace. Son histoire n'est pas seulement un mystère, mais un rappel sinistre que la nature, aussi familière soit-elle, recèle toujours une force insondable. Morgan Heimer est devenu le fantôme du fleuve Colorado. Son nom résonne dans le canyon, où le mystère de sa disparition continue d'échapper à tous ceux qui tentent de le percer. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si ces histoires ont fait battre votre cœur plus fort, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo avec vos amis. À bientôt pour de nouveaux épisodes, en attendant. Dans les contrées sauvages de l'Amérique, où les canyons recèlent des secrets séculaires, deux histoires mystérieuses se sont déroulées. Au bord du Grand Canyon se trouve une Toyota Camry blanche isolée, et son propriétaire, Jong Yeon-won, a disparu sans laisser de traces dans cet endroit immense et hostile. À des centaines de kilomètres de là, dans les étroits couloirs rouges du canyon Antelope, un torrent soudain a emporté la vie de 11 touristes, n'en laissant qu'un seul en vie. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces histoires folles et mystérieuses sur des personnes disparues au cœur du Grand Canyon et sur la façon dont la nature peut être à la fois magnifique et impitoyable. Aimez, partagez la vidéo avec vos amis et plongez-vous dans ces histoires incroyables. Le 17 septembre 2017, une Toyota Camry blanche était garée sur le parking de Moran Point, un point de vue sur la rive sud du Grand Canyon. La voiture était verrouillée, sans aucune égratignure, propre, comme si elle sortait tout juste du concessionnaire. Il n'y avait aucune trace, aucun objet, aucun témoin. Personne n'avait vu le conducteur quitter le véhicule. Cet endroit, nommé en l'honneur de l'artiste Thomas Moran, offre une vue imprenable sur le canyon, des couches de roches anciennes, s'étendant jusqu'au fleuve Colorado, où l'on aperçoit les schistes sombres de Vishnu et le granit rose de Zoroaster. Ce paysage rappelle à quel point l'homme est petit par rapport aux millions d'années d'histoire géologique. La voiture appartenait à Jong Yeon-won, un habitant de Los Angeles âgé de 45 ans. Il était venu visiter le parc national du Grand Canyon et avait disparu. Sa voiture est le seul indice laissé dans cette affaire. Le service des parcs nationaux, NPS, a déclaré que Won était porté disparu et que son cas restait non résolu. Comment un homme a-t-il pu disparaître dans l'un des endroits portiers les plus visités, mais aussi les plus sauvages de la planète? On sait peu de choses sur Jong Yeon-won. Selon le NPS, il s'agissait d'un homme d'origine asiatique âgé de 45 ans, mesurant 1,70 m, pesant 54 kg, aux cheveux noirs et aux yeux marrons. Il vivait à Los Angeles, en Californie. Sur Internet, il utilisait parfois le nom Daniel. Sa voiture, une Toyota Camry blanche, a été retrouvée sur le parking de Moran Point. Sur les réseaux sociaux, seule une page Facebook avec 2 photos datant de 2016 a pu être trouvée. L'une montrant une vue de la ville, l'autre un selfie, peut-être pris dans cette même voiture. Une autre page en coréen
également sous le nom de Daniel, ne comptait que 5 amis. C'est inhabituellement peu pour une personne vivant à Los Angeles en 2017. Won n'a pratiquement laissé aucune trace numérique. Cela peut signifier qu'il évitait délibérément d'attirer l'attention, qu'il venait d'emménager aux États-Unis et n'avait pas encore eu le temps de se faire des amis, ou qu'il menait une vie très recluse. Le seul indice sur sa vie avant sa disparition est un incident survenu 4 mois plus tôt, le 5 mai 2017, dans la ville de Knoxville, dans l'Illinois. À 2h22 du matin, un policier a failli percuter une voiture blanche qui ne lui avait pas cédé le passage à un carrefour. Au volant se trouvait Jong Yong-won. Il a déclaré qu'il se rendait à New York et que la voiture appartenait à son neveu. Personne n'a vérifié ces informations. Won parlait mal anglais. La police a donc fait appel à un interprète et à un chien dressé pour détecter la présence de stupéfiants. Le chien a réagi et 12 grammes de marijuana ainsi qu'une balance numérique ont été trouvés dans la voiture. Won a déclaré que la marijuana était un cadeau d'un ami californien. Il a été arrêté pour possession de drogue, possession d'accessoires destinés à la consommation de drogue et infraction au code de la route. En 2017, dans l'Illinois, il s'agissait d'accusations graves qui pouvaient entraîner une peine d'1 an de prison, des amendes ou même des problèmes liés au statut d'immigrant. Cette arrestation est la seule fois où nous voyons Won vivant. Un voyage nocturne à travers tout le pays, la barrière de la langue, une fouille, une arrestation, tout cela est très stressant. Si Won faisait partie d'une communauté coréenne où de tels incidents pouvaient être considérés comme une honte, cela a pu l'affecter profondément. Il a peut-être ressenti de la honte, de la peur ou du désespoir. Cet épisode a peut-être été le déclencheur qui l'a conduit au Grand Canyon 4 mois plus tard. Mais des questions subsistent. Qui était le jeune neveu dont il a parlé? Comment s'est terminée l'affaire de son arrestation? Et pourquoi sa famille ou ses amis ne l'ont-ils pas recherché? Les rapports ne mentionnent pas que quelqu'un ait activement recherché Won. C'est étrange et fréquent dans les affaires dites « missing firearms », des disparitions inexpliquées dans la nature sauvage. Pour comprendre ce qui est arrivé à Won, il faut se rendre à l'endroit où il a disparu. Sa voiture a été retrouvée sur le parking de Moran Point, mais selon certaines informations, elle aurait été vue auparavant au début du sentier New Hans. Ce sentier ne dispose pas de parking, et les touristes laissent souvent leur voiture à Moran Point pour se rendre au sentier à pied. Cela suggère que Won s'est probablement rendu à cet endroit. Le sentier New Hans n'est pas pour les débutants. Le NPS le considère comme le plus difficile de la rive sud du Grand Canyon. Il est escarpé, avec un sol meuble, des éboulis et des corniches d'eau à franchir. Le sentier est mal balisé et il faut s'orienter à l'aide de pyramides de pierre. Il n'y a pas d'eau sur le parcours et le chemin est bordé de précipices dont la chute est mortelle. Même des randonneurs expérimentés racontent comment ils se sont perdus, ont souffert de déshydratation ou se sont retrouvés coincés sur les rochers. Ce jour-là, le 17 septembre 2017, le temps était normal, mais la température dans le canyon était plus élevée qu'en altitude, et le risque de coups de chaleur ou de déshydratation était élevé. Si Won est tombé ou était mort d'épuisement, pourquoi son corps n'a-t-il pas été retrouvé? Le Grand Canyon regorge de charognards, condors, coyotes, lions des montagnes, qui se chargent rapidement des restes. Mais cela n'explique pas tout. Le canyon est un endroit où il est donc facile de se perdre. Sa taille, son silence et ses effets sonores étranges peuvent désorienter. Si Won était stressé après son arrestation, une randonnée en solitaire sur un tel sentier aurait pu être trop difficile pour lui, non seulement physiquement, mais aussi psychologiquement. L'affaire Won se distingue non seulement par sa disparition, mais aussi par le peu d'informations qui ont été divulguées à son sujet.
Le NPS a ouvert une enquête, mais celle-ci a rapidement été classée dans la liste des affaires non résolues du service des enquêtes. Contrairement à d'autres cas de disparition dans le Grand Canyon, il n'y a pratiquement aucune information publique sur Vaughn. Par exemple, les affaires de Floyd Roberts en 2016 et de Sarah Biddle en 2017 ont fait l'objet d'articles et de rapports sur les recherches. Quant à Vaughn, il n'y a qu'une brève note sur le site web du NPS. Les enquêtes dans le Grand Canyon sont menées par le NPS et le bureau du shérif du comté de Coconino, mais il est difficile d'obtenir les documents relatifs à l'affaire Vaughn. Il faut faire des demandes officielles qui sont souvent coûteuses. Le NPS ne dispose pas d'une base de données unique sur les personnes disparues, et les demandes faites en vertu de la loi sur la liberté d'information sont souvent rejetées en raison des frais élevés. Il ne s'agit pas d'un complot, mais d'un problème systémique qui empêche les familles et la société de connaître la vérité. L'affaire Vaughn est un exemple de la façon dont une personne peut disparaître non seulement dans un canyon, mais aussi dans la paperasserie administrative. L'affaire Vaughn rappelle d'autres disparitions dans le Grand Canyon. Par exemple, le cas de Floyd E. Roberts III, disparu en 2016. Tous deux étaient des hommes d'âge moyen. Vaughn avait 45 ans, Roberts 52. Tous deux étaient motos seuls. Tous deux ont disparu sur des sentiers difficiles. Vaughn à New Hans, Roberts sur le plateau de Chewits. Dans les deux cas, les conditions météorologiques n'étaient pas extrêmes, mais difficiles. Les recherches n'ont donné aucun résultat, à l'exception de la voiture de Vaughn. Ces coïncidences amènent à se demander, s'agit-il d'une coïncidence ou de quelque chose de plus grave? Il y a deux explications. La première est simple. Vaughn était peut-être en crise après son arrestation. Il a décidé de partir seul en randonnée sur un sentier dangereux sans être préparé et est mort d'une chute, de déshydratation ou d'un coup de chaleur. La nature a rapidement effacé les traces. La deuxième explication est plus complexe. L'arrestation dans l'Illinois, l'absence de famille et d'amis, le silence des autorités, la similitude avec d'autres affaires, l'atmosphère étrange du canyon. Tout cela donne l'impression qu'il y a plus de questions que de réponses. Le Grand Canyon est un endroit où les sons sont déformés et où les proportions sont écrasantes. Pour les peuples autochtones, tels que les Hopis, c'est un lieu sacré, lié aux esprits et à l'autre monde. Il existe même des récits de phénomènes paranormaux, tels que des fantômes ou d'étranges lumières dans le ciel. L'affaire Jong-Yeon-won reste un mystère. La Toyota Camry blanche, garée à Moran Point, est la dernière trace de l'homme qui a disparu. S'agit-il d'un accident causé par le stress et l'impréparation, ou quelque chose de plus étrange lié au canyon lui-même? Il n'y a pas de réponse. Seul le silence du Grand Canyon garde ses secrets. Le canyon Antelope n'est pas simplement une gorge dans le désert. Pour le peuple Navajo, c'est un lieu sacré qu'ils appellent Hasdestoisi, ou arche rocheuse en spirale. Ces parois de grès rouge, lisses comme si elles avaient été polies, ont été sculptées par l'eau pendant des milliers d'années. Lorsque les rayons du soleil pénètrent à travers les étroites fissures au sommet, le canyon se transforme en un temple de lumière. Les parois s'animent, se parant de reflets roses, oranges et rouges. Cet endroit attire les photographes et les voyageurs du monde entier qui veulent admirer sa beauté. Le 12 août 1997, un groupe de 12 personnes est descendu dans le canyon. Leur guide était Francisco Momponcho, Quintana, 28 ans, qui travaillait pour la société Trek America. Le groupe était composé de personnes différentes, 7 Français, 2 Américains, de la Nouvelle-Orléans et de Californie,
un Britannique et un Suédois. 5 d'entre eux parcouraient le grand itinéraire Trek America de Denver à Los Angeles. Les autres s'étaient joints à eux de leur propre initiative. Parmi eux se trouvait un couple français dont l'histoire rend la tragédie particulièrement douloureuse. Leurs 2 filles, âgées de 8 et 13 ans, étaient restées dans un motel de la petite ville de Page. Les filles n'avaient pas voulu partir en randonnée et attendaient l'un de leurs parents, sans savoir qu'elles ne les reverraient plus jamais. Ce détail transforme l'histoire d'un groupe de touristes en une tragédie familiale personnelle. La journée était claire et ensoleillée. Le ciel au-dessus du canyon était bleu. Il ne pleuvait pas. Le groupe descendait dans le Lower Antelope Canyon par de simples escaliers en bois fixés aux 2 rochers. Tout semblait sûr. Le silence, la beauté, le temps clair. Mais cette sécurité était trompeuse. Ce que le groupe voyait, un canyon calme et ensoleillé, cachait un danger qui se profilait à des dizaines de kilomètres de là. Leur décision de continuer était basée sur ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Mais cela n'était pas suffisant. Le danger des canyons encaissés, tel que celui de l'Antelope, est lié à la structure même du désert. Ici, le sol est dur et n'absorbe pratiquement pas l'eau. Lorsqu'il pleut, l'eau s'écoule à la surface, s'accumule dans des ruisseaux et se précipite vers les dépressions telles que les canyons. Le canyon lui-même, creusé dans le grès tendre, agit comme un entonnoir, amplifiant le débit de l'eau et la transformant en une force destructrice. Ce jour-là, pendant la saison de la mousson, un violent orage a éclaté à 24 km du canyon. Une averse courte mais intense a déversé des tonnes d'eau sur le sol. Ce torrent, dévalant le lit asséché, n'était plus simplement de l'eau, mais un mur de boue, de pierres, de cendres et d'arbres. Selon différentes estimations, la hauteur de ce mur atteignait entre 3,5 mètres et 15 mètres. Y a-t-il eu un avertissement? Cette question est devenue cruciale après la tragédie. Clarence Gorman, directeur des parcs de la nation Navajo, a déclaré que les guides du Upper Canyon avaient remarqué un petit filet d'eau vers 15h30 et avaient immédiatement fermé leur partie. L'un des guides aurait couru vers le Lower Canyon pour avertir la guide locale Ella Young et les touristes de ne pas aller plus loin. Gorman a également déclaré que Young avait enfreint les règles en n'accompagnant pas personnellement le groupe et a laissé entendre que les étrangers s'obstinent souvent à atteindre leur objectif. Trek America, la société de Quintana, a affirmé qu'aucun avertissement clair n'avait été donné. Selon eux, Quintana a vérifié auprès des opérateurs locaux si la situation était sûre et on lui a répondu que tout allait bien. Bien. Plus tard, sur un forum internet, un homme se faisant appeler Poncho Quintana a écrit qu'il avait décidé de rester avec le groupe plutôt que de se sauver seul. Cela suggère une autre version des faits. Ces divergences montrent net que le système ne fonctionnait pas. En 1997, le tourisme dans le canyon était mal organisé. 3 parties étaient responsables. Les parcs nationaux, Navajo, la famille Young, qui détenait les droits sur les visites, et Trek America. Il n'y avait pas de plan d'action commun. Personne ne pouvait fermer rapidement le canyon et contrôler la situation. L'orage a été à l'origine de la tragédie, mais le principal problème résidait dans cette confusion. À 16h, une violente crue provoquée par un orage à 24 km du canyon s'est abattue sur le groupe. Tard dans la soirée, le seul survivant, Poncho Quintana, a été retrouvé et les recherches pour retrouver les autres ont commencé. Les premiers signes du malheur étaient presque imperceptibles. Un vent étrange, une eau trouble et un grondement sourd, semblable au bruit d'un train. Le groupe n'a eu que quelques secondes pour comprendre ce qui se passait. Puis est arrivé un mur d'eau, pas simplement un torrent, mais un mur de boue, de pierres et de débris qui s'est abattu à une vitesse folle,
remplissant le canyon étroit. Il n'y avait nulle part où fuir. Les parois lisses ne permettaient pas de s'agripper et les échelles en bois menant vers le haut ont été instantanément emportées. Grâce à son expérience des sauvetages en eau vive, Quintana a tenté de hisser les gens sur des corniches, mais l'eau les arrachait les uns après les autres, comme il l'a décrit plus tard dans son livre « Respire pour moi ». Sa propre survie fut un miracle. Le courant le projetait contre les parois, l'entraînait dans des tourbillons, mais à un moment donné, l'un d'eux le retint, puis l'eau le poussa hors de la partie étroite du canyon. Survivre dans un tel torrent est une question de chance, et non de force ou d'habileté. Son sauvetage a été qualifié de « petit miracle », mais il ne fait que souligner à quel point la nature est plus forte que l'homme. La seule façon d'échapper à la mort est de ne pas se retrouver dans le canyon. Lorsque l'eau s'est retirée, le canyon était vide et silencieux. L'opération de sauvetage, dirigée par le shérif du comté de Coconino, Ron Anderson, s'est concentrée à la sortie du canyon, là où il se jette dans le lac Powell. Un amas de boue et de débris d'environ 100 mètres de long et d'une profondeur pouvant atteindre 1,5 mètre s'était formé. Les premiers records ont été retrouvés à l'aide de chiens. La force de l'eau était telle qu'elle a arraché les vêtements, les chaussures et même les documents des victimes. Bilan, 11 morts, 6 femmes et 5 hommes et un survivant. Parmi les victimes figurait un couple français dont les filles, âgées de 8 et 13 ans, ont été placées en famille d'accueil. Le canyon n'a pas rendu tous ces morts. Le Suédois Anders Vassenius et le Français Thierry Castella n'ont jamais été retrouvés. Vassenius avait une tige en titane dans la main, et les sauveteurs espéraient là la localiser à l'aide d'un détecteur de métaux, mais les recherches ont été vaines. Pour Quintana, cela a été un lourd fardeau. Pendant des années, il est retourné dans le canyon, à la recherche des disparus, se sentant responsable. 7 ans plus tard, il a déclaré « C'est la dernière fois. Nous ne les trouverons pas. » Sa quête n'était pas seulement physique, c'était aussi une tentative de surmonter sa culpabilité de survivant. Le canyon, qui n'avait pas rendu toutes ses victimes, semblait rappeler sa puissance, laissant derrière lui une douleur éternelle pour leurs proches et pour Quintana. La tragédie de 1997 a bouleversé le monde entier. L'été 1997 en Arizona a été dangereux. En 37 jours, 5 inondations ont fait 22 morts, mais l'accident du canyon Antelope, où de nombreux étrangers ont perdu la vie, a fait le tour du monde. Il a montré à quel point les canyons encaissés sont dangereux. Après la tragédie, le canyon a été fermé et la nation Navajo en a fait un parc tribal, le plaçant sous contrôle strict. Le libre accès a pris fin. Depuis le 13 août 1997, le canyon n'est accessible qu'avec des guides Navajo certifiés. La société Ken's Tour est devenue un exemple de changement. Après sa fermeture, le canyon a souffert du vandalisme et la famille Soy Young, qui organisait auparavant des visites guidées, a accepté de revenir, à condition que des escaliers en acier solide soient mis construits et fixés à la roche. Ces escaliers ont remplacé les anciens escaliers en bois et sont devenus le symbole des nouvelles règles. La tragédie a changé l'approche de la nation Navajo envers le tourisme. Auparavant, tout était fragmenté, mais aujourd'hui, un système de gestion clair a été mis en place. Cela a donné aux habitants plus de contrôle sur leurs terres, en liant leurs revenus à la responsabilité de la sécurité et de la préservation du patrimoine. Les nouvelles mesures de sécurité comprennent l'obligation d'être accompagné par un guide Navajo certifié, des échelles en acier à la place des échelles en bois, la surveillance de la météo à l'aide de stations radio NOAA et de sirènes, ainsi qu'un contrôle unique des parcs Navajo au lieu d'une gestion fragmentée. Aujourd'hui, une plaque commémorative en mémoire des 11 victimes
se trouve à l'entrée du canyon. Leur histoire fait désormais partie intégrante de ce lieu. Le canyon Antelope est toujours aussi magnifique, mais il est désormais soumis à des règles strictes qui rappellent que dans le désert, l'eau est source de vie, mais qu'elle peut aussi être source de mort. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Imaginez tous les autres secrets terrifiants que cache le Grand Canyon. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager vos impressions. Et abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles énigmes et histoires incroyables. Le Grand Canyon n'est pas seulement l'une des merveilles naturelles les plus célèbres des États-Unis. C'est un organisme vivant qui respire, avec une histoire séculaire marquée par des disparitions, des tragédies et une indifférence silencieuse à l'égard de la présence humaine. Les touristes qui s'y rendent sont souvent émerveillés par son ampleur et sa beauté, mais rares sont ceux qui réalisent à quel point le destin peut y changer rapidement et de manière irréversible. L'un de ces cas, qui reste à ce jour sans réponse, est la disparition de Sandra Jean Mitchell à l'été 1993. Sandra, une femme de 34 ans originaire d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, était venue visiter le parc national avec deux amis, Janice Walsh et Robert Carter. Selon ses proches, c'était une personne expérimentée. Ce n'était pas son premier voyage au Grand Canyon. Elle connaissait bien les particularités du climat, savait s'orienter et ne prenait jamais de risques inutiles. Le groupe avait prévu de passer 2 nuits dans un camping au bord du fleuve Colorado, après avoir descendu le sentier Bright Angel Trail, puis de revenir par le même chemin. Ils sont arrivés le 18 juin et ont monté leur tente dans la zone réservée au camping de loisirs de Pipe Creek, un endroit assez populaire mais peu fréquenté à cette période de l'année. Le temps était stable, chaud et sans vent. Selon Janice, la journée s'est déroulée tranquillement. Ils ont pu se baigner dans la rivière, préparer le dîner et s'asseoir autour du feu jusqu'à la tombée de la nuit. Personne n'a remarqué quoi que ce soit d'inhabituel, ni de personnes étrangères, ni de bruits étranges, ni d'odeurs. Sandra se comportait comme d'habitude. Elle riait, discutait des projets pour le lendemain et, selon les souvenirs de ses amis, elle est allée se coucher la première, vers 21h30. Les tentes étaient alignées à quelques 2 mètres, les unes des autres. Le matin du 19 juin, vers 6h, Janice est sortie et a remarqué que la fermeture éclair de la tente de Sandra était ouverte. Cela lui a semblé étrange. Sandra fermait généralement bien sa tente pour la nuit. Il n'y avait ni lampe, ni chaussures, ni Sandra à l'intérieur. Au début, Janice a pensé que son amie s'était simplement levée tôt pour aller à la rivière, mais au bout de 20 minutes, son absence est devenue inquiétante. Robert s'est joint aux recherches et ils ont rapidement compris que Sandra avait disparu. Selon les instructions, si un randonneur ne revient pas au bout d'1 heure, il faut prévenir les gardes forestiers. Janice et Robert ont contacté la station de communication la plus proche et ont signalé la disparition vers 8 heures. La première équipe de recherche est arrivée au campement vers 10 heures. Ils ont commencé à inspecter les lieux et ont rapidement trouvé le premier. Et comme il s'est avéré, le seul indice confirmant que Sandra s'était déplacée, à 200 mètres de la tente, sur le sentier menant vers le haut de la rive, gisait sa lampe de poche. Elle était cassée, le boîtier en plastique était fêlé et les piles étaient en tombées. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni de chaussures, ni d'empreintes à proximité. Le plus étrange, c'est qu'il n'y avait pas non plus d'empreintes de chaussures distinctes menant de la tente vers la lampe de poche. Le sol à cet endroit était sec, dur et, selon les enquêteurs, une personne aurait pu passer sans laisser de traces visibles, surtout si elle se déplaçait avec précaution.
Mais il faisait assez frais cette nuit d'Abila et Sandra avait quitté la tente sans veste. Toutes ses affaires, y compris ses provisions, ses médicaments et ses papiers, étaient restées sur place. Il y avait également de l'eau dans la tente, un bidon presque plein. La difficulté des recherches résidait dans le fait que la zone était accidentée et difficile à orienter. Buissons, rochers, pentes instables. Le périmètre dans un rayon d'1 kilomètre autour du camp a été ratissé par des rangers, des volontaires et un hélicoptère, mais sans résultat. Des caméras thermiques, des chiens et même des guides locaux, connaissant bien le comportement des personnes en situation de stress, ont été utilisés, mais aucun nouvel indice n'a pu être trouvé. Les parents de Sandra ont été immédiatement informés et sont arrivés au parc 2 jours plus tard. Selon eux, Sandra n'avait jamais souffert de troubles mentaux ni de crises d'angoisse et n'était certainement pas encline à faire des sorties nocturnes. Ils ont également souligné qu'elle avait peur des serpents et qu'elle n'aurait pas quitté la tente sans raison valable. Son comportement le soir avant sa disparition n'avait rien d'inquiétant. Le rapport officiel, publié 2 semaines après la fin des recherches actives, a conclu à l'absence d'indices permettant de déterminer où Sandra Jean Mitchell aurait pu se rendre après avoir quitté la tente, ainsi qu'à l'absence de signes d'incidents violents ou de contact avec des personnes étrangères. Le rapport souligne que l'affaire reste ouverte et n'est pas classée comme accident, suicide ou disparition volontaire, tant que des informations supplémentaires n'ont pas été obtenues. 2 mois plus tard, en août, l'un des employés saisonniers du parc a signalé avoir vu une femme ressemblant à Sandra dans l'une des zones le long du canyon. Cependant, cette information n'a pas été confirmée lors de la vérification. De plus, il s'est avéré qu'aucun touriste correspondant à la description de la femme n'avait été enregistré dans la région ce jour-là. Cela a donné lieu à une vague de rumeurs, mais aucune de ces versions n'a été officiellement confirmée. Malgré les dizaines d'heures passées à fouiller les environs, à faire appel à des bénévoles et à des moyens techniques, la disparition de Sandra Jean Mitchell n'a jamais trouvé d'explication logique. Ni vêtements, ni traces, ni même les effets personnels les plus élémentaires. Rien n'a été retrouvé, ni pendant l'été, ni au cours des mois suivants. Le parc a continué à patrouiller de manière passive, les gardes forestiers emportant avec eux une photo d'archives de Sandra, qu'ils comparaient de temps en temps avec les touristes, les pêcheurs et les plaisanciers privés. Chaque découverte, qu'il s'agisse d'un sac à dos abandonné, d'un morceau de tissu ou d'une trace effacée sur le sentier, était vérifiée, mais aucune n'avait de rapport avec l'affaire. Des psychologues familiarisés avec ce type d'incident ont émis l'hypothèse que la femme avait pu être victime d'un soudain élan de désorientation, dû par exemple à une forte baisse de glycémie ou à un coup de chaleur. Cependant, cette version n'a pas résisté à la critique. Sandra était en bonne santé, active, se sentait très bien le jour de sa disparition et ne se plaignait d'aucun malaise. Elle est sortie de la tente sans bagages, sans gourde, sans nourriture, sans papier, comme si elle était partie 1 minute et elle n'était pas revenue. Parmi tous les sentiers du Grand Canyon, South Kaibab se distingue non seulement par sa rectitude pittoresque et ses vues panoramiques, mais aussi par le fait qu'il semble parfaitement transparent à l'observation. Il s'agit d'une pente sèche et ouverte, creusée en zigzag dans la paroi sud du canyon. Il y a peu d'abris, peu de végétation, presque aucun endroit où une personne pourrait disparaître sans être remarquée, d'autant plus par beau temps et avec une visibilité parfaite. Mais c'est précisément dans cette zone, dans la matinée du 14 septembre 1989, qu'un touriste de 27 ans nommé Kevin Thomas Lloyd a disparu. Ingénieur à Albuquerque, au Nouveau-Mexique,
Il était venu au Grand Canyon avec 2 amis, Brian Hills et Roy Kramer, qu'il connaissait depuis l'université. Le voyage était prévu depuis longtemps, une randonnée de 3 jours avec nuits en camping près du fleuve Colorado. Le groupe est arrivé au parc dans une voiture de location et a enregistré son itinéraire au centre d'accueil des visiteurs. Le matin du 14 septembre, ils ont commencé la descente de South Kaibabab vers 8h10. Le temps était clair et la température agréable. Ils marchaient à un rythme modéré, s'arrêtant parfois pour prendre des photos. Kevin avait avec lui un sac à dos de taille moyenne, une bouteille d'eau, une veste légère et un bandana autour du cou. Il marchait en dernier, photographiant le canyon avec son vieil appareil photo. Vers 9h, ils ont atteint la section entre Cedar Ridge et Ooaa Point, l'un des endroits les plus dégagés et les plus fréquentés de l'itinéraire. C'est là, sur une partie plate du sentier, que Kevin s'est arrêté à quelques mètres derrière les autres pour, selon Brian, refaire ses lacets. Ils ont avancé d'une 15aine ou d'une 20aine de pas, puis se sont retournés. Kevin avait disparu. Au début, ils n'y ont pas prêté attention. Ils ont pensé qu'il avait simplement pris du retard ou qu'il s'était écarté pour prendre une photo ou faire une pause. 10 minutes plus tard, ils sont revenus sur leurs pas et l'ont appelé, mais sans réponse. Le sentier était complètement désert. Ils ont passé les 30 premières minutes à le chercher seuls. Ils descendirent un peu plus bas sur le sentier, puis remontèrent jusqu'au dernier endroit où il avait pris de l'avance. Aucune trace, ni sac à dos, ni mouvement, ni bruit de pas. Au bout d'1 heure, Brian décida de remonter et d'alerter le poste des Rangers à South Rim Village de la disparition possible. À 11h30, les premiers agents de sécurité du parc sont arrivés sur place. Au cours des heures d'eau qui ont suivi, une opération de recherche d'urgence a été lancée. Les équipes de garde ont été mobilisées, ainsi qu'une partie des Rangers, et 2 pisteurs avec des chiens ont été appelés depuis Tucson. À 15h, un hélicoptère a commencé à survoler les environs. Mais rien n'indiquait l'itinéraire possible de Kevin. Ni depuis les airs, ni depuis le sol, il n'a été possible de trouver des vêtements ou des traces indiquant qu'il avait quitté le sentier. Le sol à cet endroit est poussiéreux, avec quelques galets épars. Tout écart par rapport au sentier aurait dû laisser au moins quelques empreintes, mais il n'y en avait pas. Les chiens ont perdu la trace à quelques mètres de l'endroit où Kevin a été vu pour la dernière fois. Il n'y avait ni grotte ni crevasse où un homme aurait pu tomber, et la visibilité était presque parfaite sur des dizaines de mètres, à l'avant et à l'arrière. La première nuit, les recherches se sont poursuivies. Le groupe est resté au camp, tandis que plusieurs patrouilles ont parcouru les zones voisines, y compris les contreforts et les pentes les plus proches. Mais même la nuit, malgré la baisse de température, aucun cri, aucun bruit de pas, aucun bruit accidentel susceptible d'indiquer l'emplacement d'une personne en détresse n'était audible. Le lendemain, plus de 40 personnes, dont des volontaires, participaient aux 2 recherches. Ils élargirent le périmètre, vérifièrent les pentes raides, inspectèrent les cavités sous les corniches et firent appel à des alpinistes pour vérifier les recoins inaccessibles. Aucun signe de vie. Les parents de Kevin sont arrivés au parc le 3e jour, alors que sa disparition faisait déjà la une des journaux locaux. Ils ont insisté pour se rendre en personne sur le sentier où leur fils avait disparu. La mère de Kevin, Judith, a ensuite déclaré aux journalistes « Je ne comprends pas comment un homme peut disparaître dans un endroit où tout est visible comme sur le plat de la main. » Et c'était là le principal paradoxe de cette histoire. Kevin Lloyd avait disparu dans un espace totalement dégagé, avec une visibilité parfaite, sur un sentier où des dizaines d'autres touristes passaient chaque jour. Aucun d'entre eux n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel. Les recherches officielles ont duré 9 jours. Chaque mètre carré du sentier, entre Cedar Ridge et Skeleton Point, a été fouillé, en vain.
La seule conclusion officielle a été la suivante. Le lieu de la disparition ne présente aucun signe de nature criminelle, de chute ou de départ volontaire. Mais personne n'a pu expliquer ce qui s'était passé. 2 semaines plus tard, l'affaire a été classée comme « disparition non élucidée ». Des affiches avec le visage de Kevin ont été accrochées au centre d'accueil du Grand Canyon pendant près de 6 mois. Puis, en mai 1991, un groupe de touristes de l'Université d'Arizona, qui passait par un sentier voisin, a remarqué dans les buissons quelque chose qui ressemblait à un crâne. Il était décoloré, partiellement recouvert de sable et de mousse, et gisait sous les racines d'un arbre, à environ 8 km du lieu de la disparition. Au début, ils ont pris la découverte pour les restes d'un coyote ou d'un autre animal. Mais quand l'un d'eux a remarqué que le crâne était clairement humain, ils ont appelé les Rangers. 1 semaine plus tard, l'expertise médico-légale a confirmé que, d'après l'ADN et les données dentaires, il s'agissait bien des restes de Kevin Lloyd. Aucun autre os n'a été trouvé à proximité. Ni vêtements, ni chaussures, ni sac à dos, seulement un crâne, posé au pied d'un arbre, loin du sentier principal. Au moment de la découverte du crâne, près de 2 ans s'étaient découlés depuis la disparition de Kevin. Tout ce qui avait pu être établi avec certitude, c'était que le crâne lui appartenait bien. Toutes les autres questions restaient sans réponse. Comment s'est-il retrouvé à 8 km de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois? Pourquoi aucun autre reste n'a-t-il été retrouvé? Pourquoi n'y avait-il pas le moindre morceau de vêtement? Pas de chaussures, pas de signe que le corps était resté 2 ans à l'air libre. L'endroit où le crâne a été trouvé était en soi suspect. Il se trouvait dans un ravin difficile d'accès, peu fréquenté, en dehors des sentiers officiels. Pour y parvenir, il fallait traverser une végétation dense composée de yuccas et d'arbustes épineux, puis franchir un lit de rivière asséché, effondré après les pluies. Pour une personne non préparée, surtout sans carte ni équipement, il était presque impossible d'y accéder. Et surtout, dans les premières semaines qui ont suivi la disparition, cette zone a été inspectée par des gardes forestiers qui n'ont rien trouvé. L'enquête s'est alors tournée vers des experts en criminalistique afin de déterminer si le crâne avait pu être déplacé par des prédateurs. Mais là encore, rien n'était concluant. Aucune trace de morsure, ni de dommages caractéristiques d'un déplacement. Le crâne était posé trop proprement, à la surface, partiellement recouvert de feuilles mortes et de sable. Cela ressemblait davantage à un placement délibéré qu'à un hasard. Les parents de Kevin, informés de la découverte, sont revenus dans le canyon. Le père, Harold Lloyd, a déclaré devant la caméra d'une chaîne de télévision locale « Nous n'avons reçu ni réponse ni réconfort. Nous n'avons reçu qu'une partie. Tout le reste a disparu avec lui. » L'enquête a tenté de reconstituer la chronologie des événements, de comparer les trajectoires possibles et a demandé des données sur l'activité sismique, les cavités souterraines possibles et les déplacements d'animaux. Mais aucune des hypothèses n'a été confirmée. La zone où Kevin a disparu était stable. Aucun glissement de terrain ni mouvement de sol n'avait été enregistré dans la région. Et même les données sur les déplacements de grands prédateurs tels que les pumas ou les coyotes n'ont rien donné. L'incertitude de la situation a rapidement donné lieu à une vague de rumeurs. Certains habitants se sont souvenus d'autres cas de disparition dans le canyon, où, malgré des recherches intensives, les personnes n'avaient pas été retrouvées. Selon un article du quotidien Arizona Daily Sun, un garde forestier a déclaré en privé « Si je ne connaissais pas ce sentier comme ma poche, je penserais qu'il a été englouti par le sol. » Un autre employé du parc, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que dans la région de Cedar Ridge, les boussoles se comportent parfois de manière étrange et que même des guides expérimentés se sont perdus à plusieurs reprises.
l'expertise psychologique réalisée dans le cadre de l'enquête a exclu la possibilité d'une fuite volontaire ou d'un suicide. Ni ses amis, ni sa famille, ni ses collègues n'ont signalé de signes de dépression ou d'instabilité. Kevin était passionné de randonnée, en bonne forme physique, avait une bonne coordination et savait comment se comporter en randonnée. Après tout, il n'était pas solitaire. Il a disparu au milieu de ses amis sur un sentier ouvert. Le rapport officiel publié en janvier 1992 se terminait par la phrase suivante: « Cause du décès non établie. Lieu du décès non établi. Mécanisme de la disparition indéterminé. » À l'intérieur du parc, son dossier a été conservé dans des archives fermées jusqu'en 2001. Depuis lors, il a été classé comme historiquement clos, bien que l'affaire Kevin Lloyd reste juridiquement ouverte. Sa disparition a fait l'objet de discussions parmi les chercheurs indépendants spécialisés dans les cas anormaux. Son nom est mentionné dans plusieurs recueils sur les personnes de disparues dans les parcs nationaux. Certains ont comparé son cas à d'autres où toute trace humaine avait simplement disparu. Les cas dans le parc de Shenandoah, dans la région du mont Lassen et sur la chaîne côtière du Pacifique. Dans chacun d'eux, la même logique faisait défaut. Une personne s'éloignait légèrement du groupe et disparaissait sans laisser de traces, sans chute, sans cri, sans indice. Personne ne sait encore ce qui est arrivé à Kevin Lloyd en cette claire matinée de septembre 1989. Sa disparition reste l'une des plus étranges et inexplicables de l'histoire du Grand Canyon Sud. Dans le parc national du Grand Canyon, en Arizona, le plateau de Tonto est connu pour ses sentiers difficiles, son climat chaud et ses paysages déserts. Ce n'est pas le sentier le plus populaire auprès des touristes ordinaires, mais il est bien connu des randonneurs expérimentés, ceux qui préfèrent la solitude et qui recherchent un véritable défi. L'un de ces randonneurs expérimentés, Edward Robert Lawrence, résident d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, s'y est rendu en août 1990. Il connaissait bien la région, était bien préparé et avait déjà parcouru plusieurs fois des itinéraires en solitaire dans le canyon. Edward était âgé de 52 ans, ingénieur électronicien à la retraite, ancien militaire, veuf et sans enfant. Le tourisme et la cartographie étaient ses passe-temps. Il s'était rendu à plusieurs reprises en Arizona, avait consigné ses itinéraires de manière détaillée, utilisait des cartes papier et une boussole, et évitait le GPS, ce qui n'avait rien d'inhabituel à l'époque. Ces journaux contenaient donc des dizaines de croquis de la région, et ces carnets notaient les coordonnées exactes de ses précédents campements. Le 17 août, il est arrivé à l'extrémité sud du canyon et s'est inscrit au centre d'accueil, indiquant la durée prévue de son excursion. 4 jours dans la partie sud-est du plateau de Tonto, avec des nuits près des principales sources d'eau. Le 21 août, jour où il devait revenir à son point de départ, Edward ne s'est pas présenté. Selon les instructions, les Rangers devaient attendre au moins 24 heures avant de prendre des mesures actives. Mais le lendemain matin, des touristes qui attendaient de le retrouver à la jonction des itinéraires se sont adressés à eux. Edward leur avait promis de leur montrer un ancien puits dont il avait parlé dans son journal. Il n'est pas venu. Il n'a pas non plus contacté la forêt domaniale locale, où il devait confirmer son retour. Les recherches ont commencé le 23 août. Sa voiture a d'abord été retrouvée garée au début du sentier, sur un parking, sans trace d'effraction. À l'intérieur, il n'y avait que des bouteilles vides, des documents et un vieux sac à dos. La découverte suivante a été assez rapide. Dès le premier jour de reconnaissance aérienne, un hélicoptère a remarqué une étrange trace rectiligne sur le sol, ressemblant à des empreintes de pas
qui longeait la crête sud du plateau. Une équipe de 3 personnes s'est rendue à pied sur place et a confirmé que les empreintes appartenaient à un adulte chaussé de chaussures de randonnée. La pointure correspondait à celle d'Edward. Les traces s'étendaient sur environ 800 mètres, puis s'arrêtaient brusquement sur une surface rocheuse plane, sans le moindre signe de chute, de taches de sang ou de traces de traînée. Il n'y avait aucune éraflure sur les pierres, aucune trace de lutte ou d'intervention extérieure. Les environs étaient propres. Cet endroit est devenu crucial. Le sentier y croise un ancien lit de rivière asséché, monte sur une terrasse plane et s'enfonce dans un canyon peu peuplé. Depuis les airs, toutes les voies de retraite étaient bien visibles, et personne, ni les enquêteurs, ni les rangers, ni les bénévoles, ne pouvait comprendre comment un homme avait pu disparaître à quelques mètres seulement d'une plateforme rocheuse solide. Il n'y avait aucune végétation pour se cacher. Il n'y avait pas non plus de précipices dans lesquels on aurait pu tomber. En contrebas, il n'y avait qu'un canyon sec, sans eau. Les recherches ont duré 6 jours. Des hélicoptères ont survolé un rayon de plus de 15 km. Des chiens ont fouillé le sol. On a même fait appel à des géologues pour évaluer la possibilité de cavités cachées. Mais on ne trouva ni sac à dos, ni vêtements, ni même de traces d'un campement provisoire. Le nom d'Edward Lawrence fut inscrit dans la base fédérale des personnes disparues, et l'affaire fut classée comme disparition inexpliquée. 4 ans passèrent. En mai 1930, un groupe d'étudiants en géologie de l'Université de l'Arizona du Nord menait des recherches sur des sites géothermiques dans des zones reculées du canyon, lorsqu'un d'entre eux est tombé sur un campement abandonné. Cet endroit se trouvait à environ 20 km du point où les traces de Lawrence avaient été découvertes. Le campement était situé dans un creux difficile d'accès, sans eau, et ne pouvait être atteint qu'à l'aide d'une boussole ou d'une carte. La tente était détruite, la toile était pourrie. À l'intérieur se trouvaient des livres à moitié délabrés, un carnet, une gourde usée et des restes d'emballage en plastique de nourriture lyophilisée. Tout indiquait que le campement appartenait bien à Edward Lawrence. L'expertise a confirmé que les objets avaient été exposés au soleil et aux intempéries pendant au moins 3 ans. Cependant, aucun reste squelettique ni aucun autre signe de la présence de l'homme lui-même n'ont été trouvés. Les affaires étaient rangées avec soin, comme si l'homme avait l'intention de passer la nuit là et de revenir rapidement. Aucune trace de loup ou d'autres animaux n'a été trouvée aux alentours. Le FBI et le service des parcs nationaux ont rouvert l'enquête. La version officielle de la mort par déshydratation a été envisagée, mais de nombreux facteurs s'y opposaient. L'emplacement du campement était extrêmement irrationnel, sans accès à l'eau, dans une zone chaude où aucun touriste expérimenté ne se serait aventuré. Edward lui-même ne souffrait d'aucun trouble mental, ne prenait pas de médicaments et avait une expérience militaire et touristique. Néanmoins, personne n'a pu expliquer comment il s'était retrouvé à cet endroit, alors que ses traces s'arrêtaient à des dizaines de kilomètres du campement où il a été retrouvé. Le cas de Lawrence figure toujours sur plusieurs listes de disparitions inexpliquées dans les parcs nationaux américains. Son histoire n'est pas seulement la tragédie d'un touriste. Elle nous rappelle que même les sentiers les plus familiers peuvent venir se transformer en pièges. Il n'y avait pas de tempête sur le plateau de Tonto, pas de criminels, pas de prédateurs, seulement un homme, le désert et le vide, qui à un moment donné s'est refermé sur lui. C'est tout pour aujourd'hui, les amis. Si vous voulez savoir ce que cachent encore les parcs nationaux, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas. Parfois, il suffit de se retourner 1 seconde pour ne plus jamais revenir.